Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une de l'actualité, un incendie d'une rare violence est déclaré à Tiep, un village situé dans la commune de Ngent-Paté, dans le département de Koungheul. Des dégâts matériels enregistrés. Et puis, anarchie notée dans la distribution et la vente du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace de revoir à la hausse le prix du pain si les gouvernements de région ne veillent pas à l'application sans délai du décret organisant la vente du pain. Et puis succession de feu Mourchid Yantiam à la tête du CONACOC, Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Un consensus trouvé à l'issue de la réunion de concertation tenue ce mardi au ministère. Un comité de pilotage transitoire mis en place dirigé par les différents protagonistes autour de la succession de feu Mourchid Yantiam. Covid-19 au Sénégal, retour des cas de décès après 48 heures, 2 décès supplémentaires enregistrés ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 34 nouvelles contaminations également recensées. En Côte d'Ivoire, aucun membre de l'opposition dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi. Il a dévoilé ce mardi son équipe composée de 37 membres. Sud-Soir. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Un violent incendie à Tiep, village situé dans la commune de Ngent-Paté, dans le département de Koungheul. Les dégâts matériels sont importants. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Awatia. 2 concessions entièrement réduites en centre, des lits, matelas, armoires et autres meubles calcinés, des vivres et semences ravagées par les flammes, une importante somme d'argent du groupement des femmes consumées et c'est le triste bilan de l'incendie qui a secoué le village de Tiep dans la commune de Ngent-Paté, département de Koungheul. Les familles sinistrées ont tout perdu avec la furie des flammes. Elles n'ont plus d'effets vestimentaires, encore moins de nattes où se coucher ou encore d'ustensiles pour faire la cuisine. L'incendie, dont les causes ne sont pas encore déterminées, est parti d'une hutte. Le vent aidant, les flammes se sont rapidement propagées pour atteindre d'autres cases, mais aussi les greniers qui servaient à stocker les vivres et les semences. Les villageois ont commencé les secours. Les sapeurs-pompiers de Koungheul alertés sont venus avec beaucoup de retard du fait de l'éloignement, mais aussi de l'enclavement du village situé à une 50aine de kilomètres du chef-lieu de département. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont jugés très importants par les sinistrés qui demandent l'appui de l'État. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awachao, polémique autour de la succession de feu Mourchid Yantiam. Un consensus a été finalement trouvé à l'issue de la réunion de concertation tenue ce mardi 6 avril au ministère de l'Intérieur en vue de retrouver l'unité des musulmans dans l'observation du croissant lunaire. À l'image de cette réunion ouverte par Antoine Félix Abdoulaye Diom, il a été décidé de mettre en place un comité de pilotage transitoire, un comité de pilotage qui sera co-dirigé par les différents protagonistes autour de la succession de feu Mourchid Yantiam. Il s'agit d'Ahmadou Sissé Diegen, Dr Mohamed Dieye et Imam Elhaj Oumar Diène. Écoutons d'ailleurs Imam Elhaj Oumar Diène que nous écoutons. Voilà, ce qui est ressorti de cette réunion est très simple. On s'est retrouvés, on a eu un consensus de faire une commission qui est pilotée par 3 personnes, une commission de 3 personnes avec chacun un adjoint. On va scruter le ciel. Dès qu'on en a le résultat, on va faire un communiqué ensemble, que tout le monde soit éclairci ou tout le monde soit situé sur l'apparition ou non du croissant lunaire. Donc, comme c'est nous 3 qui étaient à la tête de chaque poule, donc nous allons conjuguer nos efforts ensemble, nous allons nous retrouver ensemble, puisque c'est le ciel ensemble, donner le résultat ensemble. Et cette commission est provisoire juste du Ramadan, la fin du Ramadan, de la Tabaski et de la Tamkharit. C'est après qu'on va se retrouver encore pour voir les autres modalités de fonctionnement pour la commission. Nous, on a fait une coalition de 3 personnes, de 3 présidents, qui ont coordonné cette mission de 3 personnes. Et chacun prendra un adjoint à sa guise pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà.
Pas d'examen ce matin à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les enseignants vacataires qui ont boycotté les examens réclament leur salaire. Un mot d'ordre qui a paralysé ce matin les évaluations. Ignace Ney. Pas de salaire, pas d'examen. Les enseignants vacataires de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont mis en exécution ce matin leur menace de boycotter ces examens. La surprise a été grande ce matin pour les étudiants déçus qui n'ont pu passer ces examens pour valider l'année 2019-2020. Des mois sans salaire, ces vacataires ont ainsi décidé de suspendre leurs activités au sein de l'université. Abdou Khadik Diallo, le coordinateur du collectif des doctorants, explique. Effectivement, les examens doivent devraient démarrer aujourd'hui. Mais nous, on ne fait pas de sitting. Mais on a juste décidé de suspendre nos services qu'on propose à l'université. Et on verra dans ce cas si l'université pourra avancer sans nous. Et il s'est avéré que vous voyez tout autour de nous, il n'y a que des étudiants qui devraient être dans les salles pour faire leurs examens. Et malheureusement pour eux, on s'en désole bien sûr. Ils ont eu à traverser une semaine de révision. Mais nous aussi, c'est juste notre service qu'on a bloqué, qu'on n'offre plus à l'université. Parce qu'on ne peut pas travailler pour une institution telle qu'une université et rester 6 mois pour percevoir notre argent. Tout en sachant que l'année dernière, l'année 2019-2020, la majeure partie de ces personnes n'ont pas eu de source de revenus. Un mouvement qui a paralysé les évaluations ce matin dans cette université Hassan Sek de Ziguinchor. Et jusqu'à quand compte-t-il aller? La réponse du coordonnateur est on ne peut plus claire. Jusqu'à quand? C'est un problème en fait par rapport au retour qu'on obtiendra de l'administration. Si l'administration qui nous avait promis d'entrer dans nos fonds à la fin de ce mois l'avait réglé, on serait dans la salle en train d'aider nos jeunes frères afin qu'ils réussissent leur année scolaire. Mais malheureusement, si l'administration nous dit des choses qu'ils ne respectent pas, nous aussi, on va continuer notre combat jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ces vacataires déterminés suspendent toute activité et prestation dans cette université Hassan Sek de Ziguinchor. Et une question est agitée par ces mêmes enseignants vacataires. Parce que si l'université Hassan Sek de Ziguinchor, au mois d'avril, dit qu'il n'a pas d'argent, mais comment se fait-il que cette université-là puisse ouvrir ses portes? C'est la question que nous posons au recteur, au ministre de l'Enseignement supérieur. Ziguinchor, Ignace Ney, Sud FM. Ignace Ney et les travailleurs de Eiffage Marine crient leur ras-le-bol. Ils se disent exploités et sous-payés. Avec l'appui de la plateforme Frappe France Dégage, ils ont décidé de se faire entendre. Guy-Marie Sagna parle d'une nouvelle forme d'esclavage qui se déroule à Eiffage Marine. Nous l'écoutons au micro de Ismaël Marcel Colli. Les travailleurs ont signé un contrat pour une journée de travail de 8 heures. Ils en font tous les jours 12 heures. À Eiffage Marine, les travailleurs font tous les jours 4 heures d'heures supplémentaires qui ne leur ont jamais été payées depuis septembre 2019. À Eiffage Marine, pendant le mois de Ramadan, les travailleurs n'ont que 2 pauses de 15 minutes. À Eiffage Marine, les chiens sont mieux traités que les travailleurs, que les citoyens qui y travaillent. Et c'est tout simplement inacceptable. C'est de l'esclavage salarié. À Eiffage Marine, quand vous êtes payé ce mois-ci 50 000, le mois prochain vous êtes payé 45 000 et le mois prochain vous êtes payé 40 000. C'est tout simplement scandaleux. À Eiffage Marine, aucune heure supplémentaire n'est payée. À Eiffage Marine, les droits syndicaux sont bafoués. À Eiffage Marine, les heures de nuit sont sous-évaluées. À Eiffage Marine, il y a trop de chômage technique, trop de licenciements abusifs. À Eiffage Marine, les délégués du personnel qui y sont des délégués béni-oui. À Eiffage Marine, les travailleurs sont fatigués, les travailleurs sont épuisés. C'est pourquoi, avec les travailleurs de Eiffage Marine, nous sommes venus aujourd'hui dire trop, c'est trop. Au moment où nous vous parlons, la gendarmerie est au port pour empêcher que les travailleurs dénoncent cette situation-là. C'est la gendarmerie et la police. C'est tout simplement scandaleux. Et ça nous permet de dénoncer une situation au Sénégal. Les braves travailleurs de la DIC, les braves travailleurs de la gendarmerie, les braves travailleurs de la police, les braves militaires sont utilisés pour protéger les intérêts étrangers et pour fouler aux pieds les intérêts des populations sénégalaises, fouler aux pieds les intérêts des travailleurs sénégalais. Et c'est tout simplement scandaleux. Ce que nous devons protéger, c'est l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique. Ce que nous devons protéger, c'est l'intérêt des travailleurs, des paysans, des pêcheurs. L'association des handicapés diplômés a décidé également de surseoir à sa marche de protestation qui était prévue ce matin. Cela fait suite à une rencontre avec les autorités étatiques, mais selon les membres de la dite association,
Ceci n'est que provisoire, le temps de tendre une oreille attentive à l'autorité pour des solutions. Leurs revendications ne changent pas. Le recrutement dans la fonction publique des handicapés diplômés, notamment sur les 65 000 emplois annoncés par le président de la République Macky Sall, Abdoulaye Diop. Le chef de l'État a annoncé 65 000 emplois dès le mois de mai. L'association des handicapés diplômés ne veut pas être laissée en rade. Elle veut des actes concrets. Joseph Demba Senghor est le secrétaire général. Par rapport à ce discours du chef de l'État, moi je me dis que je le prends, je le respecte. Mais les discours, il y en a eu à l'appel, mon cher. Et puis depuis lors, la situation des handicapés diplômés de notre association, en tout cas, n'a pas changé d'un iota. C'est la raison pour laquelle nous restons sur notre principe de combat pour le recrutement de nos membres. D'ailleurs, une marche de protestation était prévue, mais elle a été suspendue. Nous devrions effectuer une marche de protestation ce matin contre donc, une certaine forme de mise à l'écart de nos membres dans le recrutement dans la fonction publique. Mais il y a eu un changement de dernière minute. Hier soir, le président Seringue a reçu un appel du palais, lui demandant donc de venir sur place pour pouvoir essayer de trouver une solution. Donc c'est pourquoi nous avons surseoir à la marche. Mais précise l'association, cette suspension n'est que provisoire. Étant donné que nous sommes des Sénégalais, par respect pour les autorités qu'ils sont, nous allons les écouter, nous allons leur faire nos propositions et surtout sur les points de nos revendications et voir par rapport à quoi ils pourront apporter une solution, en tout cas à nos revendications. Mais vous suspendez provisoirement? Oui, donc attendant de rencontrer les autorités. L'association des handicapés diplômés du Sénégal compte continuer de dénoncer ce qu'elle appelle une mise à l'écart dans le recrutement dans la fonction publique des handicapés diplômés. Abdoulaye Diop, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace de revoir à la hausse le prix du pain si les gouverneurs de région ne veillent pas à l'application sans délai du décret organisant la vente du pain. La Fédération a saisi le président de la République pour décrier le désordre indescriptible qui entoure la vente du pain. Aucune des règles établies n'est respectée. Écoutons Amadou Gaye, président de la FNBS, au micro de Mamdiara da Silva. Même nous aussi, on s'est posé la question. Et d'ailleurs, jeudi passé, à Thiès, nous avons convoqué tous les présidents de région de la FNBS pour parler de ce phénomène-là. Vous savez, il faut comprendre qu'au Sénégal, quand on met des décrets et des lois, nous avons l'impression que c'est sur le papier, mais ce n'est pas appliqué. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que le ministère du Commerce qui est en train de faire des actions sur le terrain. Et pourtant, ça ne devait pas être comme ça. C'est les gouverneurs des régions qui devaient s'organiser pour mettre l'ensemble des services techniques pour vraiment éradiquer ce phénomène qui est en train de perdurer. C'est pourquoi nous avons discuté pour dire que ça doit cesser. Parce que nous sommes battus pour avoir un décret qui est important. Et ce décret a permis de résoudre un problème social, c'est-à-dire la hausse du prix du pain. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le prix du pain devait coûter 200 francs. Les boulangers ont accepté un assainissement du secteur pour que le prix du pain ne bouge pas, parce que nous œuvrons pour la paix sociale dans ce pays-là. Mais maintenant, si les services techniques, si les gouverneurs ne jouent pas leur rôle pour permettre au décret du président de la République soit appliqué, je vous assure que ça va poser d'autres problèmes beaucoup plus sérieux dans ce pays. Et nous n'acceptons pas ce phénomène que vous décrivez, que les gens vendent le pain comme ils veulent, que des boulangers aussi font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne veulent pas l'application de cette réglementation. Et d'ailleurs, nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au ministre du Commerce pour qu'on puisse régler cela avant le Ramadan. Sans cela, je peux vous assurer, il y aura une autre chose que les boulangers feront avant le Ramadan ou bien après le Ramadan. Cela veut dire ce que cela veut dire, c'est pourquoi j'invite aux autorités, surtout aux gouverneurs, d'appliquer les arrêtés qui donnent le pouvoir aux gouverneurs de convoquer les services techniques, la police, la gendarmerie, les services d'hygiène pour éradiquer ce phénomène, cette pagaille qui est en train de perdurer dans ce pays. Retour des cas de décès liés à la Covid-19. La pandémie a encore fait 2 nouvelles victimes selon les chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 34 nouveaux cas ont été enregistrés sur seulement 793 prélèvements effectués. 239 patients sont actuellement sous traitement. Le point avec le docteur Elhadj Mahmoudou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 793 tests réalisés, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 13 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres.
et 21 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 15 cas, dont 3 aux HLM Grand Yoff, 2 à Mermoz, 1 aux Almadies, Liberté 4, Mamel, Nord Foire, Parcelles Assainies, Plateau, Thiaroye, Yoff, Zac Mbao et Zone B. Dans les autres régions, on a dénombré 6 cas, dont 3 à Vélingara, 2 à Thiès et 1 à Mbour. 55 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le lundi 5 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 127 cas ont été déclarés positifs, dont 37 822 guéris, 1065 décédés et donc 239 patients actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 308 000 personnes, 318, ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. L'actualité internationale. Sud international. En Côte d'Ivoire, nommé Premier ministre le 26 mars dernier par le président de la République Alassane Ouattara, Patrick Achi a formé ce mardi 6 avril 2021 son premier gouvernement, un gouvernement de 37 membres, mais aucun membre de l'opposition ne fait partie de ce nouveau gouvernement. La correspondance de Justin Assalé. Le Premier ministre Patrick Achi a rendu public ce mardi 6 avril 2021 les membres de son gouvernement, un gouvernement de 37 membres dont 8 femmes. 17 nouvelles personnalités font leur entrée dans ce gouvernement qui ne compte aucun membre de l'opposition. Certains ministres de l'ancien gouvernement changent de portefeuille. Anciennement ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara passe aux affaires étrangères. L'éducation nationale passe désormais aux mains de Marie Toukone, anciennement ministre de la Solidarité. Anne Désiré Ouloto s'efface de l'assainissement pour s'occuper de la fonction publique. Téné Ibrahima, dit photocopie, petit frère du président Alassane Ouattara, est confirmé à la tête du ministère de la Défense. Autre décret pris ce mardi par le président de la République est la nomination de l'ancien patron du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouele, à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Le ministère de la Santé échoire donc à Pierre Demba, le directeur général de l'AGERoute, l'agence de gestion des routes, et président du conseil régional de la Niébitiassa au sud de la Côte d'Ivoire. Le premier conseil des ministres du premier gouvernement, Patrick Achi, est fixé au mercredi 7 avril 2021. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Justin Assalé, au Mali, la vaccination contre le Covid s'étend aux personnes âgées et à risque. Elles peuvent désormais recevoir leurs injections à partir de ce mardi et sans rendez-vous. 4 hôpitaux et une dizaine de centres de santé de la capitale sont mobilisés. Les autorités prévoient également d'étendre ensuite, sans préciser la date, les vaccinations dans le reste du pays. La campagne a été lancée le 31 mars par le ministre malien de la Santé. Direction la Guinée, rien ne va entre le président de la République et son premier ministre. Pour cause, Alpha Condé soupçonne le chef du gouvernement de détournement de fonds et décide de rattacher à la présidence plusieurs services relevant du Premier ministre. Une décision qui a irrité le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana. La correspondance de Amadou Ribari. Entre le président de la République et le Premier ministre, ce n'est plus l'amour parfait. Depuis plusieurs jours, le chef du gouvernement a boudé la primature, suscitant ainsi une avalanche de commentaires dans la cité. Kassori Fofana reproche au président de la République de rattacher à la présidence plusieurs régies financières jusque-là sous sa coupole.
Pour tenter de dissiper ce malentendu et empêcher une démission, Alpha Condé a rendu une visite au chef du gouvernement à son domicile privé à la haute banlieue de Conakry. Une bruit qui fait réagir cet opposant qui dit ne pas être surpris par ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Baouri. Les gens n'ont pas fait attention. Le premier ministre de la Constitution de 2010 n'est pas le premier ministre de la Constitution de 2020. Le régime s'est hyper présidentialisé et le premier ministre dans ce contexte est ravalé à un rôle de second rang. Dans son slogan de gouverner autrement, Alpha Condé a commis une mission pour auditer la gestion de son premier ministre qu'il soupçonne de détournement de plusieurs millions de dollars dans une affaire de mine. Selon des sources bien introduites, les résultats de cet audit ont bien révélé un détournement de deniers publics. Pour Boubacar Diallo, député à l'Assemblée nationale, cette relation difficile plonge le pays dans l'impasse. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il doit coordonner l'action du gouvernement. Et si lui et celui qu'il a mis comme le premier des ministres, ils ne s'entendent pas, il y a de quoi. Et ça a des conséquences sur tout le pays. Le Premier ministre est pourtant attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale où il doit présenter la politique générale du gouvernement. La visite du président de la République au domicile de son Premier ministre a-t-elle fait fléchir Kassori Fofana? Selon d'autres sources, le chef du gouvernement a posé des conditions qui ne sont pas encore satisfaites par Alpha Condé. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Ligue européenne des champions, début des quarts de finale. Allez, ce mercredi, Manchester City, Dortmund. L'attraction sera Real Madrid contre Liverpool. Deux équipes, deux styles différents. C'est aussi le remake de la finale de 2018. Les explications du consultant de BBC Afrique et de la RTS. Mohamed Gandour est avec Elash Malik. Oui, en fait, c'est une affiche qui fait partie des grandes batailles de cette Champions League et qui fait la beauté de cette Champions League, en sachant que les grands clubs et l'UEFA sont en train de vouloir nous mettre en place une compétition européenne qui va faire perdre cette saveur à cette Champions League, et avec des matchs comme ça qu'on retrouvera pas puisqu'on va passer dans un système de championnat qu'ils appellent E-Coupe. Bon, pour revenir à l'essentiel, des antécédents existent entre ces deux équipes, et ces antécédents, c'est bien la finale qui a été perdue par Liverpool après la sortie de Mohamed Salah suite à la faute de Ramos. Donc ça a été un déclic. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont changé. Le Real de Madrid a perdu Ronaldo, ils ont perdu Navas, ils ont acheté Eden Hazard, qui est un fiasco industriel puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Et à côté, vous avez un Liverpool qui est devenu champion d'Europe et qui est devenu champion d'Angleterre. Donc ça change beaucoup de choses. C'est un Liverpool qui a changé de gardien de but. On n'oublie pas le premier but de Benzema dans cette finale-là qui était dû à une bourde du gardien. Donc Alisson Becker est venu, Virgil van Dijk est venu. On a eu entre-temps, entre 2018 et maintenant, la disparition de la BBC, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, et l'apparition du trio magique des Reds, Firmino, Salah et Sadio Mané. Donc beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts jusqu'à maintenant. C'est vrai que dans l'esprit des joueurs, je pense que même au fond d'eux-mêmes, s'ils le disent pas, il y a encore cet esprit de revanche de cette finale perdue. Mais ensuite, on retrouve aussi deux équipes en proie à des petits soucis. Je dirais un Real beaucoup plus entreprenant qui est presque remis dans la Liga en course pour le titre. Et à côté, un Liverpool qui se bat pour les places européennes cette année. Donc ça va être un match très ouvert. Moi, je dirais que ça va être un match du pressing de Liverpool contre la relance du Real de Madrid. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce 6 avril la journée internationale du sport. Les valeurs olympiques avec la pandémie, c'est le message délivré aux étudiants. La cérémonie a eu lieu à l'INSEPS. Odile Kilan, compte rendu. Célébrer les valeurs olympiques en cette période de pandémie, une des étapes marquantes de la célébration de la journée internationale du sport.
Cécile Faye, présidente de l'Académie nationale olympique sénégalaise, annonce. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de célébrer l'excellence, le respect et la paix. La deuxième étape de cette journée, c'est sport au service du développement et de la paix. Vous connaissez bien tous le rôle que le sport peut jouer dans la stabilité nationale, dans la paix entre les peuples. Le sport aussi peut être source de développement. Venu assister à la cérémonie à l'INSEPS, le vice-président du CNOS délivre son message aux nombreux étudiants participants. Ibrahim Awad. On a pensé que c'est les étudiants de l'INSEP, futurs managers du sport, futurs décideurs du monde sportif, futurs pratiquants aussi, parce qu'appelés à être des entraîneurs, des formateurs, il était important qu'on vienne communier avec eux, parler des valeurs de l'olympisme, mais aussi saisir l'opportunité en ces moments de turbulence sociale dans le monde entier, mais aussi dans notre pays, de parler de comment le futur dirigeant, le futur manager, le pratiquant sportif tout court doit être imbu de ces valeurs, doit les porter, doit les véhiculer. Cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix a pris fin avec des visites à l'école élémentaire El Hadj Mour Diop et au lycée John Fitzgerald Kennedy où des cahiers et des gels antiseptiques ont été distribués aux élèves. Odile Minkilan, le stade Iba Mar Diop sera totalement rénové avant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Annonce du vice-président du CNOS, Ibrahim Awad, s'est prononcé lors de la célébration de la Journée internationale du sport. Il est avec Odile Minkilan. L'INSEP aussi est à l'intérieur du stade Iba Mar Diop, lequel stade Iba Mar Diop fera l'objet d'importants travaux de réhabilitation. D'abord pour accueillir beaucoup de sports, comme on l'a dit, réhabiliter le stade de football, créer un deuxième terrain de rugby, refaire les pistes d'athlétisme, créer un des arts martiaux, revoir le terrain de handball pour pouvoir pratiquer beaucoup de sports, mais aussi prévoir des infrastructures pour le handisport. Et bien entendu, ici dans ce lieu, l'INSEP aussi bénéficiera de ces travaux au niveau des infrastructures de formation, mais aussi au niveau des infrastructures de pratique. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Moussa Diaw, il répond aux questions de Issemia. Professeur Moussa Diaw, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, on note une mobilisation en cascade de la majorité présidentielle. Est-ce en réaction aux récents événements ou en perspective des prochaines joutes électorales? À mon avis, c'est lié à la situation de crise où la majorité s'est tirée avec, on peut dire, avec beaucoup de difficultés, et le président s'est retrouvé tout seul face à la prise de décision. Et donc, c'est devant cette situation que la majorité a réagi en organisant les méga-meetings. Mais ça ne me semble pas être la meilleure solution. Je veux dire, c'est pas une réaction normale par rapport aux différents messages qui ont été adressés au président de la République par la jeunesse. Ce n'est pas par des méga-meetings qu'on règle cette question-là, même si les leaders cherchent des soutiens, et d'ailleurs, quand on les entend dire que les Sénégalais soutiennent le président de la République, mais il faut pas perdre le sens de la réalité. La réalité est autre. On est dans une situation de crise où le président de la République fait face à des exigences de la jeunesse désemparée, qui cherche de l'emploi, qui vit dans la pauvreté, et justement c'est maintenant qu'il faudra mener des actions concrètes. Et donc je pense que le nouveau discours, le discours du 3 avril du président de la République au soir traduit justement cette préoccupation, parce que il y a eu des annonces de financement pour les jeunes, il y a eu de création de projets, de création de pôles d'emploi dans les départements, et aussi de création d'emplois pour les jeunes. Je pense que on s'inscrit dans cette perspective de réponse aux jeunes. Maintenant, on reste à savoir, est-ce suffisant, est-ce que c'est adéquat, est-ce que ça correspond aux attentes de la jeunesse?
ça reste encore à déterminer. Mais professeur, aujourd'hui, en attendant que les actes concrets soient posés par le chef de l'État, est-ce que ces fortes mobilisations peuvent constituer un quelconque baromètre tant du côté de la majorité que de l'opposition? Donc c'est une manifestation qui est considérée comme une manifestation de soutien au président de la République. Donc pour mesurer le degré de popularité, semble-t-il, que les initiateurs ont organisé ces manifestations. Mais à mon avis, d'ailleurs, il y en a un leader aujourd'hui qui en a parlé et qui a considéré que ce sont des manifestations inopportunes par rapport aux enjeux du moment. Et je pense que la réponse devrait être autre chose que cela. Elle est politique. Pour l'instant, c'est répondre aux problèmes des jeunes, répondre aux défis économiques et puis aussi de la pauvreté qui règne dans le pays. Et je pense que c'est cela qu'il faudra apporter des éléments de réponse politique avec des actions concrètes plutôt que d'organiser des manifestations de politique politicienne. Une dernière question, professeur. Aujourd'hui, quels peuvent être les véritables enjeux des prochaines élections locales? Les véritables enjeux, je crois que c'est le changement politique, changement d'orientation politique. Une nouvelle phase, et les pratiques politiques aussi, changement d'orientation politique, changement de pratiques politiques qui soient orientées vers l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est-à-dire que être animé d'une volonté de transformer la société. Et transformer la société passe naturellement par des politiques publiques adaptées, prioritaires par rapport aux besoins des populations. Je pense que l'enjeu sera là. L'enjeu, c'est aussi de renforcer la démocratie et la participation citoyenne, parce qu'on a vu que cette dimension-là a beaucoup souffert de la tension qui a régné. Et donc, il faudrait naturellement faire des actions concrètes pour améliorer ces conditions-là, faire en sorte aussi que la politique retrouve ses lettres de noblesse, que ce soit un engagement pour transformer la société, pour améliorer les conditions de vie des populations, pour trouver de l'emploi pour les jeunes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait que cette confiance revienne au sein des populations et que la politique puisse jouer un rôle important dans le cadre de politique publique, dans le cadre d'orientation qui puisse permettre aux populations d'améliorer leur pouvoir d'achat et de s'inscrire dans une logique de développement économique et social, et bien que cela soit difficile dans ces périodes-là, parce que la pandémie a fait beaucoup d'effets, a impacté, mais reste encore à définir, à relancer l'économie, à créer la confiance et faire en sorte que l'espoir puisse revenir au sein de l'esprit des citoyens afin de le remobiliser pour le développement économique et social. Professeur Moussa Diaw, je vous remercie. Merci à vous, Issegnan. 18h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Rapsel Emmanuel. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Bonjour, beaucoup d'efforts ont été faits en matière de dématérialisation des procédures, se félicite le président de l'Union sénégalaise de transit et de transport, agréé Etienne Sarr, déplore toutefois les manquements au niveau de l'enlèvement. Vous savez, même si la levée des restrictions est effective, toujours est-il que la maladie est là, la pandémie est toujours active au niveau mondial. Pour preuve, en Europe et en France particulièrement, vous avez vu les mesures qu'ils ont prises dernièrement. Donc si on reste sur nos lauriers à savoir dire que les restrictions sont levées, tout le monde va vaquer à ses besoins comme il veut, nous courons toujours ce danger. Il faudrait un accompagnement. Quel est l'accompagnement? On a déjà commencé la dématérialisation des procédures de dédouanement. Elle est effective pas à 100%. On a en quoi que l'enlèvement. Si cet enlèvement était effectif, on n'aurait plus besoin de se déplacer. Toutes les procédures allaient être dématérialisées. Donc la réflexion qu'il faut pousser, c'est comment effectivement aller vers une dématérialisation totale de la déclaration en douane jusqu'à l'enlèvement des produits qui sont dans le port autonome. J'ai annoté un grand pas qui a été effectué par DPWOD. Maintenant, toutes les procédures de paiement, de débarquement, de paiement, de manipulation avec DPWOD peuvent être
faite avec leur système, tout en sachant qu'ils ont en ligne avec la douane, le monde de douane. Et dès que vous donnez les informations, vous vous inscrivez en ligne, vous avez la facture, vous allez payer dans votre banque ou via les supports qui sont là, Orange Money, Wave et tout. Et automatiquement, il vous génère le pré-gate que vous remettez au chauffeur qui va directement dans le port pour enlever votre conteneur. C'est un grand pas à féliciter entre l'administration de douane et DP World. Les compagnies maritimes ne suivent pas. Toutes les compagnies maritimes ne suivent pas. On a des lenteurs, on a beaucoup de problèmes avec eux, mais il y en a quand même tant bien que mal qui essaient de faire quelque chose qui va dans ce sens. Donc, c'est des choses à encourager pour que l'effectivité de la dématérialisation soit effective dans ce pays. Étienne Sarr, merci. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union sénégalaise de transit et de transport agréé. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. – 18h36 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Un incendie d'une rare violence est déclaré à Tiep, un village situé dans la commune de Ngentpate, dans le département de Koungheul. Des dégâts matériels enregistrés. Anarchie notée dans la distribution et la vente du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace de revoir à la hausse le prix du pain si le gouverneur de région ne veille pas à l'application sans délai du décret organisant la vente du pain. Succession de feu Mourchid Iyantiam à la tête de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Un consensus trouvé à l'issue de la réunion de concertation tenue ce mardi au ministère. Un comité de pilotage transitoire mis en place dirigé par les différents protagonistes autour de la succession de feu Mourchid Iyantiam. Covid-19 au Sénégal, retour des cas de décès après 48 heures. 2 décès supplémentaires enregistrés ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 34 nouvelles contaminations également recensées. Vous avez suivi le point du jour avec le docteur Elhaj Mamadou Ndiaye dans ce journal. En Côte d'Ivoire, aucun membre de l'opposition dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Il a dévoilé ce mardi son équipe composée de 37 membres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adaman John pour le prochain bulletin d'information. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda.